Bonsoir à tous, il est 23 h. Voici les titres de ce journal. Éminent cadre et titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en médecine, le docteur Justin Nguessan Kofi est le candidat de la Côte d'Ivoire pour le poste de commissaire chargé de la santé, de l'humanitaire et du développement social de l'Union africaine. Sa candidature a été présentée jeudi dernier par le ministre de la Santé, le docteur Eugène Akaouele. Quelques jours après les récentes fêtes de Noël et du Nouvel An, que deviennent les marchés aux volailles? Une question qui suscite beaucoup d'intérêt chez les consommateurs de viande blanche. Dans ce journal, le zoom de la rédaction de RTI 1 sur les acteurs de la filière qui réagissent. Et puis dans l'actualité internationale, au moins 6 éco-gardes ont été tués ce dimanche dans une attaque d'hommes armés dans le parc national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une embuscade leur a été tendue par les miliciens Maïmaï. Et voilà pour les titres de cette édition. Médecin de formation, il totalise plus de 20 ans d'expérience professionnelle en tant que coordonnateur de plusieurs projets de santé, tant sur le plan national que sur le plan international. Le docteur Justin Nguessan Kofi a été choisi par les autorités ivoiriennes pour briguer le poste de commissaire en charge de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Sa candidature a été présentée à la presse nationale et internationale, une cérémonie qui s'est tenue en présence de plusieurs ambassadeurs dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Le compte-rendu de Nou Sangaré avec le commentaire de Franck Kouadio. La Côte d'Ivoire, candidate à l'élection du poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Et c'est le docteur Justin Kofi Nguessan qui a été choisi pour porter les couleurs ivoiriennes à cette élection. Aussitôt présenté, le candidat ivoirien n'a pas manqué de dévoiler sa vision pour le rayonnement de l'institution au plan humanitaire, sanitaire et social. Ce que nous voulons, c'est redonner au continent son indépendance pharmaceutique. Nous voulons également faire en sorte que la mortalité maternelle baisse sur le continent, que les violences basées sur le genre diminuent sur le continent. Nous voulons mettre en place un vaste programme d'autonomisation des femmes et des filles pour le continent. Pour l'atteinte de cet objectif, Justin Kofi peut compter sur le soutien du chef de l'État qui entend à travers cette candidature faire la promotion des compétences de cadres ivoiriens au sein des institutions internationales. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de motivation que la Côte d'Ivoire a présenté et soutient cette candidature. Au demeurant, celle-ci s'est dégagée après une présélection qui a vu le docteur Kofi Justin se placer premier. C'est donc une vraie valeur que la Côte d'Ivoire soutient au niveau africain. Elles étaient là. À la présentation de la candidature ivoirienne, des chancelleries n'ont pas manqué de marquer leur satisfaction. Selon ma modeste personne, je pense que le candidat, il a le profil de prendre ce poste. Parce qu'avec l'expérience qu'il a au niveau de l'Afrique. Les élections pour le poste de commissaire chargé de la santé, des affaires humanitaires et du développement social sont prévues au prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 3 au 7 février 2021 à Addis Abeba, en Éthiopie. Et ce constat sur les marchés après les fêtes de Noël et du Nouvel An. Que deviennent les marchés de volailles de la capitale économique ivoirienne? Passé l'affluence des grands jours des fêtes, les vendeurs et les revendeurs ont été visités par la rédaction de RTI 1. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, Laure Goretti tente de faire le bilan de la préfète avec les acteurs de la filière. Son reportage est commenté par Issa Chonaïo. Benjerville, nous sommes à la ferme de Mazali, grossiste de volailles. Il a vendu des milliers de poulets pendant la période des fêtes. Sa ferme est pratiquement vide. Ici, dans ce bâtiment, on avait 2000 poulets de chair. Jusqu'au 31, à 2 h du matin, nous étions encore en livraison. Chose que habituellement, quand ce n'est pas le mois des fêtes, à partir de 18 h déjà, les livraisons sont bouclées. Donc ici, il doit nous rester autour de 50 poulets de chair. Voilà, mais il faut dire que c'était les plus petits. Spécialement dans ce bâtiment, on avait un lot de 1600 dindes. Donc là, on a terminé la vente. Tout s'est très bien passé. Et on souhaite que tous les mois soient décembre. Comme lui, Kindo
gérant des fermes, affirme aussi avoir évacué le stock de volailles pendant ces fêtes. Vendeurs et revendeurs se sont frottés les mains. Là, on a vendu tout dans Pète là. Maintenant, niveau là, c'est ça qui est là. On n'a pas encore commencé à vendre. Ce qu'on a vendu là, c'est 3000. Ça marche bien même. Mais l'appréciation est différente chez ce grossiste. Revendeur qui estime que même si les cages sont vides, la moisson n'a pas été bonne en termes de revenus. Avant, on nous donnait à 3 000 francs le prix de gros. Aujourd'hui, c'est à 3 500. Il y aura des morts. Tu vas payer, comme on appelle, l'aliment des poulets. Tu vas donner les apprentis qui travaillent avec toi, tu vas les donner. Tu vas payer ton transport, aller-retour, tout ça là. Donc quand c'est comme ça là, vraiment après la fête, tu t'en sors avec zéro, hein, franchement. Ce constat des cages vides, il est fait chez plusieurs vendeurs. Quelques poulaillers fournis n'incitent pas à l'achat, même si les prix restent inchangés pour la plupart des revendeurs. Je n'ai pas le choix puisque ce matin, j'ai prévu faire un truc à mon papa. C'est le prix seulement que c'est petit. Si ça tenait qu'à moi-même, j'allais laisser. Pour payer les transports, aller jusqu'à un autre, vers le pays, tout près ici à Benjamin, en tout cas tout est fini, à la ferme c'est vite. Nous savons que toute entreprise a été secouée par la Covid. On n'arrivait pas à vendre auprès des grossistes parce que quand il y a le coup-feu, les marchés fermaient pratiquement à 16 h. Les hôteliers, il n'y avait plus de passagers, il n'y avait plus de voyageurs, c'était aussi compliqué parce qu'aucun éleveur n'a voulu prendre le risque de faire venir des poussins. Les fêtes terminées, il faudra encore attendre 1 à 3 semaines au moins pour que les poulaillers soient ravitaillés en volailles. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 10 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 10 janvier 2021 268 nouveaux cas de Covid-19 sur 3478 échantillons prélevés, soit 7,7% de cas positifs, 128 guéris et 0 décès. À la date du 10 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 23 750 cas confirmés, dont 22 570 personnes guéries, 139 décès et 1041 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 280 629. Covid-19 toujours, pris la main dans le sac. Des agents du centre de Cocody-Saint-Jean viennent d'être suspendus pour racket. Ils sont accusés de délivrer de faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant de l'argent. Sur le sujet, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu à faire une mise au point. Les explications de Salimata Dia. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lui-même qui donne l'information. 2 réseaux de faussaires qui délivraient de faux certificats de négativité au Covid-19 ont été démantelés. Ils délivraient des faux certificats de négativité à des voyageurs non testés, moyennant une somme allant jusqu'à 100 000 francs. Ce type de situation, s'il continue, pourrait mettre à mal tous les efforts que le pays a faits en matière donc, de lutte contre la Covid-19. Le ministre tape du poing sur la table. La traque est en cours à Abidjan. Des fraudeurs ou toute personne possédant une attestation illicite seront poursuivis par les tribunaux compétents. Depuis 3 mois, la Côte d'Ivoire enregistre des taux de positivité inférieurs à 5%. La maladie est sous contrôle avec des acquis à conserver. Et pour le ministre Aka Aoulé, pas question de régresser avec de tels agissements. Autre chose à présent, à travers le programme de gestion du littoral ouest africain, c'est la ville de Grand Bérébi qui va bénéficier de la création de la première aire marine protégée de Côte d'Ivoire. Abou Bamba, le coordonnateur régional de l'ONU Environnement pour les océans, était ce dimanche sur le plateau de RTI 1 pour aborder le sujet. Quelques morceaux choisis avec Herman Guibé. À la mesure où c'est la première fois depuis l'existence de la Côte d'Ivoire qu'un gouvernement, que la Côte d'Ivoire se dote d'un tel outil de gestion des écosystèmes marins et côtiers. C'est la première fois aussi qu'un gouvernement dans ce pays-là aussi pose un tel acte pour la conservation de notre environnement. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, nous nous trouvons à Bérébi, dans une région où il y a pratiquement tout. Écosystème marin côtier, écosystème montagneux, écosystème forestier, écosystème terrestre. Dans le cadre du projet que nous avons en ce moment en Côte d'Ivoire,
Nous avons dégagé les mêmes moyens pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pas anticiper sur la suite, mais c'est pour dire qu'il est prévu. Nous avons déjà commencé à travailler avec les autorités du Ghana pour la région Assini en Côte d'Ivoire et Alpha Assini au Ghana pour en faire une aire marine protégée aussi. Au niveau du Libéria, tout ce qui est embouchure du fleuve Cavali, donc qui est la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, pour en faire aussi une aire marine protégée afin qu'on procède de façon intégrée, de façon régionale. La Côte d'Ivoire, le littoral, les 560 km de Tabou à Tiapoum, ici en Côte d'Ivoire, représentent une véritable opportunité de développement socio-économique. Lorsque nous appliquons les principes de l'économie bleue, nous arriverons par la pêche, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, tout ce qui est tourisme durable, basé sur les côtes et les océans, tout ce qui est aussi développement agricole, mais qui ne pose que sur le littoral, c'est autant d'éléments qui vont permettre de gagner quelques points de croissance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se développe vite et en rajoutant cet élément de mise en œuvre des principes de l'économie bleue, on arrivera encore à un développement beaucoup plus accéléré, à une création de richesses beaucoup plus accélérée et surtout à une distribution de richesses autour des populations littorales. Et l'onde de choc va se faire ressentir aussi à l'intérieur du pays. On parle maintenant de cohésion sociale au cadre du Lodjibois. Le ministre Amédée Kofi Kwaku poursuit sa tournée de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Il a sillonné plusieurs villages de la sous-préfecture d'Ogoudou dans le département de Divo. Une tournée pour appeler les différentes communautés au renforcement du vivre ensemble et à des élections législatives apaisées. Le compte-rendu de Mamadou Kwasi. R. Makono. Cette localité du département de Divo a enregistré un grave accident de la circulation causant la mort de 2 enfants. Après des manifestations provoquées par cette situation, le calme est de retour. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, cadre de la région du Lodjibois, est allé à la rencontre des populations. Il y est également pour apporter la compassion du gouvernement, mais aussi pour appeler les populations à la retenue. Amédée Kofi Kwaku annonce des mesures sécuritaires. J'ai demandé qu'on enlève les barrages et qu'on va mettre des dos d'âne. On va mettre des dos d'âne pour que les voitures puissent aller doucement. Pour ne plus qu'il y ait de morts et de blessés ici au Boudou. Tout ce qu'on peut faire pour ne pas qu'il y ait d'accident encore au Boudou, on va faire ça. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Après R. Makono, le ministre Amédée Kofi Kwaku et sa délégation ont rencontré les différentes communautés des villages de Kwamekro et d'Ogoudou. À chacune des rencontres, c'est le message de paix et de développement qui est passé. Auparavant, on faisait la politique exclusive. Si c'est mon frère qui est candidat, il faut que je vote mon frère. Mais aujourd'hui, on a vu que cela ne nous est pas arrangé. Ça envoie tout un tas d'histoires. Donc nous avons besoin maintenant de faire une politique inclusive. C'est-à-dire celui qui vient, qui peut nous amener au développement. C'est la personne qu'on suit. Amédée Kofi Kwaku soutient que le climat de paix qui prévaut depuis des mois dans la région du Lodjibois doit demeurer afin d'aboutir à des élections législatives apaisées. Les élections présidentielles se sont passées en octobre 2020. Nous savons tout ce qui s'est passé dans ce pays au cours de cette élection. Et il va y avoir les législatives. Et il était bon que nous puissions nous entretenir d'abord avec nos parents pour leur passer le message de paix et de cohésion, mais aussi pour les inviter à participer aux élections législatives. Parce que quand le gouvernement va prendre des projets, c'est l'Assemblée nationale qui va valider. Donc pour que la majorité des députés soient des députés RHDP. Les projets de développement entamés dans ces différentes localités vont se poursuivre, a indiqué le ministre Amédée Kofi Kwaku. Toujours au chapitre de la cohésion sociale, 2 véhicules flambant neufs remis au chef du canton Sia et au chef du village de Fouanga dans la sous-préfecture de Kongasso dans la région du Béré. Un don du sénateur de la région qui vient renforcer les capacités en vue du succès de la mission de promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale des bénéficiaires. Une remise qui a coïncidé avec la cérémonie d'intronisation des 2 chefs coutumiers et l'investiture du président des jeunes du village de Fouanga. Le compte rendu de Léon Pro. Son règne s'étend sur 18 villages. Voici le chef du canton Sia, intronisé avec le chef du village de Fouanga, toujours dans la sous-préfecture de Kongasso, région du Béré. Descendants de chefs coutumiers, Badioti Oté et Sori Bagaté savent leur mission, telle qu'expliquée par les cadres et les autorités administratives. Fédérer les forces vives en vue du développement et aplanir les éventuels différends pour maintenir dans leur contrée la fraternité, l'unité, la cohésion, le vivre ensemble et la paix. Ces 2 véhicules, dont du sénateur du Béré, sont destinés à renforcer leurs capacités. Que le chef du canton et le chef du village
et des moyens de mobilité. Aujourd'hui, donc, vient de faire droit à ses promesses. Le sous-préfet, c'est un homme de paix. Il va donner des conseils que mon homme, il doit se comporter comme un chef. Donc, il n'est pas là pour régler le compte, il est là pour nous mettre ensemble. On peut tout avoir dans l'entente. Ces véhicules, bien appréciés des bénéficiaires au regard de la complexité de leur mission avec la montée des crises du fait des problèmes fonciers et autres conflits agriculteurs-éleveurs et de l'étendue de leur canton. Des missions désormais facilitées grâce aux sénateurs, reconnaissent les chefs traditionnels. Le rôle du président de la République, c'est ce que le sénateur fait aujourd'hui dans le Béret. Moi j'ai fait des doléances. Il a dit, d'accord, lui ne peut pas rouler dans un véhicule et le chef du village est à terre. Alors je vous offre 2 véhicules. Et il a respecté. Avec les 2 chefs traditionnels pour insuffler la dynamique de la cohésion et de la paix dans le canton Sia, le président des jeunes de Foanga, Issouf Tioté, qui a été investi dans ses fonctions à l'occasion de l'intronisation des 10 chefs coutumiers. Il a choisi la paroisse Sainte Immaculée Conception de Fresco pour demander la grâce de Dieu. Nommé ministre de la Réconciliation nationale le 15 décembre dernier, Kwadio Konan-Bertin était à l'église ce dimanche. Kakabe est allé implorer le Seigneur pour lui demander la réussite de sa mission sur la voie de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Une messe d'action de grâce suivie par notre correspondant Sam Konan. Le ministre de la Réconciliation nationale à la paroisse Immaculée Conception de Fresco, Kwadio Konan-Bertin, est venu implorer le Tout-Puissant Dieu afin qu'il lui permette de réconcilier les Ivoiriens. Une messe d'action de grâce a été célébrée à cet effet ce dimanche par le curé Joseph Dali. Dieu étant la sagesse, toute mission doit lui être confiée pour que celle-ci ait un sens et elle puisse se réaliser, parce que c'est Dieu qui donnera l'orientation. Donc c'est ce à quoi répond à cette Eucharistie. C'est la sincérité qui va faire que nous allons arriver à la réconciliation. Donc celui qui est en charge de ce ministère-là, il lui faut vraiment le soutien de Dieu, il lui faut se laisser orienter, guider par le Seigneur. Kwadio Konan-Bertin fréquentait cette paroisse lorsqu'il était élève dans les années 80. Aujourd'hui, il y retourne en tant que ministre de la Réconciliation nationale pour demander à Dieu de le guider dans cette mission. Je pense, conformément à ma foi chrétienne, que cette mission, il faut que je la place sous l'égide de Dieu Tout-Puissant. Je suis venu ce matin me confier à lui afin que lui-même m'éclaire, lui-même me guide et qu'il me mette à cœur toutes les actions et toutes les paroles qui vont justement apaiser le cœur des Ivoiriens et nous amener à nous pardonner mutuellement. La veille, le ministre Kwadio Konan-Bertin s'est rendu dans son ancien établissement scolaire et a échangé dans la soirée avec la chefferie traditionnelle et les parents du député Alain Lobognon. Religion toujours et ses 40 ans de sacerdoce pour l'évêque Marie-Daniel Dadié. L'événement a été célébré ce dimanche à l'église Saint-Joseph, sinon Saint-Charles Borromée d'Adzopé. Une célébration placée sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. Le compte-rendu de Walter Amadou Attara. L'église Saint-Charles Borromée d'Adzopé abrite la messe d'action de grâce à l'occasion des 40 ans de sacerdoce de l'évêque Marie-Daniel Dadié. L'événement religieux est rehaussé par le soutien de parents et amis venus de France, du Libéria et de plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Dans son homélie, le père Louis Kakou appelle les fidèles à être des artisans de paix. Il les exhorte également au respect des symboles de l'État. La célébration des 40 ans de sacerdoce de l'évêque Marie-Daniel Dadié est un moment de joie et d'allégresse salué par les personnalités invitées. Il a été porté ici par le père Sebilo, mais c'est à Tepé, dans le diocèse d'Abidjan, qu'il a été ordonné prêtre. Et il a parcouru le monde avec un zèle missionnaire. De Yopougon, en passant par Katiola, Odiéné et archevêque métropolitain de Korogo.
Il avait déjà vu que notre pays avait besoin de dépasser nos religions, de dépasser nos convictions, mais de regarder l'Éternel, un seul Dieu, Père de tous. Le ministre d'État, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République et président de la région de Lamé, traduit sa gratitude à l'évêque pour le choix de la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé. Le jubilaire du jour, Monseigneur Marie-Daniel Dadié, a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa constante sollicitude. Si j'ai pu arriver jusqu'à la pratique, c'est parce que j'ai eu autour de moi des gens qui m'ont soutenu, des gens qui croyaient en moi. Cette célébration s'est achevée par un témoignage sur le parcours sacerdotal de l'évêque. Des présents lui ont été remis par des fidèles. Et ce fait divers, un éléphant à Timbégélé, village de la sous-préfecture de Dabakala, l'animal a détruit des cultures, des maisons et menace maintenant les populations. Une population qui souhaite que le pachyderme quitte définitivement la zone et au plus vite. Les explications de Kwadio Kwame. Situé à 60 km de son chef-lieu de sous-préfecture, Dabakala, Timbégélé, village de plus de 1000 âmes, enregistre depuis le 17 décembre dernier un étrange visiteur, un éléphant qui passe ses nuits dans le village, toute chose qui crée la psychose au sein de la population rurale. Les dégâts ont débuté par ce qui tient d'habitation à la petite communauté Peul qui mène ses activités à l'orée du village. On a beaucoup peur. Un soir, on a découvert un éléphant dans notre campement. Et il a commencé à détruire nos petites cases. Bon, pour cela, on s'est déplacé. On a rejoint les gars du village. Une présence qui a fortement modifié les habitudes des habitants de Timbégélé. Actuellement, on n'arrive même pas à dormir. À partir de 17h seulement, tu t'amuses à te promener seulement, il va faire des dégâts. L'essentiel, le plus difficile même, si sent l'odeur de manger dans ta maison seulement, tu es foutu. On ne peut même pas aller au champ. Depuis le 17 décembre jusqu'à présent, on perd le riz à manger. On a peur d'éléphant. S'il te trouve avec la moto, il gâte la moto. Il gâte la culture, l'igname, bananieux, riz, tout. Vraiment, ça nous trouble. Chercher une solution pour venir prendre, pour qu'on puisse être à l'aise au moins. Remettre le pachyderme en un endroit approprié pour la sécurité des populations est tout le souhait exprimé par tous les habitants de Timbégélé. Pour l'heure, le tout Timbégélé vit la peur au ventre. Un mot de musique à présent, 1991-2021, le Zouglou a 30 ans. L'anniversaire de cette musique estudiantine a été célébré hier samedi au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Précurseur de ce courant musical, l'artiste Bilé Didier a saisi l'opportunité pour marquer également ses 30 ans de carrière, un double anniversaire commémoré par plusieurs artistes Zouglou. Le compte-rendu d'Issa Chonayeo. Boklo Kofi, c'est le titre qu'il a révélé au grand public en 1990. Bilé Didier, c'est de lui qu'il s'agit, à porter haut les couleurs du Zouglou au sein de la musique ivoirienne et même au-delà des frontières du pays. Né à la cité universitaire de Yopougon, ce nouveau rythme dénonce les difficultés vécues par les étudiants et soutenu par une gestuelle pour implorer le Seigneur afin de les résoudre. C'est cette musique qui a aujourd'hui 30 ans. Du créateur Opokunti au journaliste et ex-animateur de l'émission Tempo, Georges Aboké, aux membres des parents du campus, groupe musical des Bilé Didier de l'époque, tous présents pour soutenir le précurseur du Zouglou. On a rencontré en 1990 nos amis du campus Ambiance, a commencé par Bilé Didier. Je me suis dit, c'est ça qui va faire la musique ivoirienne parce que ça n'appartient à aucun groupe ethnique de Côte d'Ivoire.
avec toute l'éclosion de ce qu'on appelle la nouvelle génération et les anciens qui vivent encore, le phénomène, la graine a été bien plantée. Autre attraction, Aïbébou et photocopie. L'un, compagnon de scène de l'artiste, et l'autre, admirateur depuis l'enfance du chanteur. Les inconditionnels du Zoulou n'en demandaient pas mieux pour vivre ces instants, moments de grands souvenirs. Le Zoulou n'est pas mort, loin de là, bien au contraire. Il a cet été réinspiré, réinventé, redit autrement, mais le Zoulou vit toujours et vivra encore pendant longtemps. Une pirogue en guise de cadeau offert par Célestin Kouala, un inconditionnel du Zoulou, et un gâteau ont permis de célébrer les 30 ans de carrière de Bidé Didier. La fête s'est poursuivie jusque tard avec d'autres artistes, dont Lago Paulin. En Zouglou, ça réussit toujours. Je vous le disais en titre de ce journal. Dans la province du Rutshuru, en République démocratique du Congo, 6 gardes du corps ont trouvé la mort dans le parc national de Virunga, dans l'est du pays, ce dimanche. Un responsable administratif local précise qu'ils ont été attaqués par des miliciens Maï-Maï qui ont tendu une embuscade dans le fin fond du parc. Géo-naturel touristique et menacé, les Virunga sont aussi le théâtre des conflits de la région troublée du Nord Kivu, où des groupes armés se disputent le contrôle des richesses du sol et du sous-sol. On regarde à présent le tour du monde de l'actualité internationale en 7 jours dans une sélection signée Abou Sanogo. C'est un véritable drame qui est survenu au Niger. 100 personnes ont été tuées dans les attaques de 2 villages de l'ouest du pays en pleine élection présidentielle. Un des pires massacres de civils dans ce pays et au Sahel, régulièrement visé par des groupes djihadistes. La double attaque qui n'a pas été revendiquée a été perpétrée par des terroristes venus à bord d'une centaine de motos pour attaquer ces 2 villages. Le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 27 décembre 2020 avec 53,92% des voix par l'autorité nationale des élections. Une victoire qu'il a réussi alors qu'un électeur sur 2 n'a pas pu voter. Un immense défi l'attend. Relever un pays et une population meurtrie par la guerre civile, une économie totalement détruite et regagner un immense territoire sous la coupe des groupes armés. Plusieurs personnes ont été tuées dans le centre du Mali, l'armée française affirmant avoir frappé des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois et une association locale parlaient de civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Des manifestants pro-Trump sont parvenus à s'introduire dans le Capitole à Washington, interrompant la séance consacrée à la certification des résultats de la présidentielle. Ils ont fait irruption lors des débats de la Chambre des représentants, ont investi les terrasses du Capitole et provoqué l'évacuation des bâtiments du Congrès. Un nouveau palier est franchi. La Covid-19 a fait 200 498 morts sur plus de 212 millions d'habitants au Brésil. Le deuxième bilan le plus lourd après les États-Unis. Mais le dernier bilan officiel du ministère de la Santé montre des données inquiétantes. Un record de nouvelles contaminations et pas moins de 1524 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le Parti congolais du travail a investi officiellement vendredi Denis Sassou Nguesso comme son candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir au plus tard le 21 mars. Le Parti congolais du travail, qui a cumulé 46 ans au pouvoir, a tenu jeudi et vendredi dans la capitale la première session extraordinaire de son comité central pour décider cette investiture. Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir. De 1979 à 1992, puis depuis 1997, ne s'est pas encore prononcé. Au lendemain du crash d'un avion indonésien en mer avec 62 personnes à bord, des morceaux de corps et des débris ont été retrouvés dimanche au large de la capitale Jakarta.
Les autorités ont par ailleurs affirmé avoir localisé les boîtes noires de l'appareil. Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident. 50 passagers, dont 10 enfants, et les 12 membres de l'équipage se trouvaient à bord. Tous sont indonésiens. Et c'est ici que l'on s'arrête ce soir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas le 6h30 avec Régis Kofi. Agréable soirée à tous sur RTI 1. Bonsoir.